Bonjour tout le monde! Merci. J'ai besoin de parler dans le micro pour que les personnes qui sont à distance puissent nous entendre. Donc, je me... Martin, tu sors. Le micro marche-t-il? Les techniciens disent oui. Je les crois eux. Donc, merci d'être là aujourd'hui à cette conférence de la Faculté des sciences de l'activité physique. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou les personnes qui sont à distance, mon nom est Éléonore Iesco, professeure à la faculté. En fait, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir le docteur Lydia Dilido, urgentologue pédiatrique spécialisée en médecine sportive, qui est là aujourd'hui pour nous faire une conférence. Donc, on va avoir d'abord une période en fait, on va pouvoir écouter sa conférence. Après ça, on va avoir une période de questions. Étant donné qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur, pour poser vos questions, la seule chose qu'on va vous demander, c'est d'attendre qu'on vous porte le micro. Nous avons notre chère Mélissa qui va tout simplement se balader avec le micro. On va aussi avoir des questions des gens qui sont à l'extérieur, possiblement. Donc, je les poserai à la fin pour vous laisser le temps aussi de poser vos questions et qu'on ait des échanges. À 12h50, il faudra qu'on termine le tout et qu'on s'en aille tout simplement pour laisser la place à la suite. Alors, je vais tout simplement vous donner la parole. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui parce qu'elle a fait le trajet de Montréal. Fait que merci. Merci de cette belle invitation. C'est ma première fois sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Vous avez un beau campus. Fait que je suis contente de venir vous parler de la spécialisation précoce qui est un de mes intérêts en fait en médecine sportive pédiatrique, donc la spécialisation et le surentraînement. Donc, les objectifs de la présentation, je sais qu'ici, vous n'êtes pas médecin, mais pour moi, vous êtes tous des spécialistes quand même de l'activité physique et de la santé, puis vous êtes quand même en contact en première ligne avec beaucoup d'enfants qui font du sport, puis potentiellement de haut niveau. Fait que je voulais quand même qu'on revoie de façon sommaire les particularités de l'enfant en croissance, de connaître un peu les risques qui sont associés à la surspécialisation précoce, puis de savoir encadrer et suivre ces enfants-là et leurs parents, pour ceux qui décident de se surspécialiser. Donc, qu'est-ce que c'est un petit peu ça, la spécialisation précoce, puis qu'est-ce que c'est les origines? En fait, on a surtout commencé à en parler dans les années 70-80 avec la participation de la Chine aux Olympiques. Donc, c'est surtout en Chine que ça avait commencé. Donc, les enfants, à partir de l'âge de 3 ans, souvent de villages un peu pauvres, qui étaient dépistés, surtout par leurs attributs physiques, soit leur taille, la flexibilité, donc, et pris dans leur famille, puis amenés dans les écoles de sport. Mais en fait, le côté école, c'était peu, puis c'est surtout le sport qui était très intense, 7 jours par semaine, avec des techniques peu orthodoxes, disons, puis qui seraient probablement en fait, qui ne seraient pas acceptables en Amérique du Nord évidemment, actuellement. Donc, c'est là que ça avait un peu commencé de dire est-ce qu'on peut prendre les enfants très tôt, puis les entraîner beaucoup, puis continuer de développer ces caractéristiques-là pour en faire des Olympiens. Évidemment, c'est surtout des sports olympiques, puis des sports individuels, donc la gymnastique, grand champion de ces techniques-là, la natation, plongeon, patinage artistique. Si on parle un petit peu plus du contexte actuel, donc les années 2000, il y a une augmentation de la participation dans le sport organisé, puis on est content, je suis sûre que vous êtes contents, on veut ça, on connaît l'épidémie d'obésité en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, fait que c'est quelque chose qu'on veut, promouvoir l'activité physique, des saines habitudes de vie. Mais c'est ça, fait que c'est participation de sport organisé, mais de plus en plus de participation parallèlement dans des sports intensifs et un nombre d'heures très, très intense, très tôt. Aux États-Unis, ça représente quand même 60 millions d'enfants qui sont inscrits dans les sports organisés. Enfants, c'est 6 à 10 ans. 60 millions, c'est du monde. 37 millions, c'est la population au Canada. Fait qu'imaginez comme si le Canada, c'est juste c'est le double en fait, c'est des 6 à 18 ans du sport organisé. Fait que là, évidemment, c'est pas tout le monde qui fait 10 heures de gym par semaine là-dedans. Il y en a que c'est quelques heures, puis c'est plus récréatif, mais ça fait quand même beaucoup de monde. Puis il y en a 12 qui sont moins de 6 ans. Moins de 6 ans, là, ça, c'est du monde à la garderie.
Hein? Fait que c'est quand même très, très jeune pour être dans des structures de sport organisées. Mais qu'est-ce que c'est exactement la spécialisation précoce? Fait que c'est important de connaître un petit peu la définition qui peut être un peu variable selon les études que vous regardez. Mais le American Orthopedic Society for Sports Medicine s'est vraiment assis lors d'une mise au point scientifique en 2015 et puis a établi des normes sur lesquelles on essaye de s'entendre pour justement être capable de comparer les études. Donc, c'est une activité sportive intensive plus de 8 mois par année. Intensif, ça reste quand même un mot vague, donc ça ne dit pas exactement le nombre d'heures, mais on s'entend que ça doit être une participation intensive avec une pratique exclusive d'un seul sport au détriment des autres. Ça veut dire qu'on n'en fait qu'un seul. Et chez des enfants de moins de 12 ans, donc habituellement d'âge primaire. Donc, quand vous lisez un petit peu les études ou les définitions, il y a quand même un spectre de spécialisation. Puis c'est sûr qu'un enfant de 10 ans qui va faire 6 heures de gymnastique, puis 6 heures de natation, est-ce qu'il peut être à risque puis avoir les conséquences de surspécialisation précoce? Évidemment, oui, même s'il ne remplit pas exactement la terminologie parce qu'il fait deux sports. Fait que je pense qu'il faut quand même être un peu fluide dans notre définition, mais de savoir un petit peu les grandes lignes. Puis encore là, comme je disais, le nombre d'heures n'est pas défini. Donc, que tu fasses 5 heures, 6 heures, 7, 8, 10 heures, bon, ben, c'est quand même potentiellement à risque. Mais toujours une des questions qu'on a, mais d'où vient un peu ce désir-là de se spécialiser? On a parlé un petit peu historiquement, donc en Chine, tout ça, mais ça reste quand même quelque chose. Je ne pense pas que les gens au quotidien passent, ah, ben, en Chine, ils faisaient ça dans les années 70, donc maintenant, en 2018, on devrait faire ça. Fait qu'il y a quand même une grosse pression de la société, comme on discutait un petit peu plus tôt avec Éléonore. Donc, un peu ce qui est véhiculé dans la société, que ben, tout le monde, ben, ça c'est bien de faire du sport de façon intensive, éventuellement de devenir, d'aller aux Jeux olympiques, d'être au niveau, le salaire qu'on peut obtenir si on devient tennisman professionnel, joueur de golf. Puis, il y a un peu une perception, un peu logique, là, dans le fond, si tu commences à faire quelque chose de super, un sport très tôt, ben, ça va augmenter ton nombre d'heures de pratique. Donc, probablement que rendu à l'âge adulte, ben, tu vas être encore meilleur parce que tu as commencé bientôt à le faire. Donc, c'est devenu super bon. Ça, c'est un peu croyance générale puis acceptée. Les entraîneurs, donc faisant partie de la société, peuvent avoir aussi cette perception-là. Puis, quand tu as un enfant de 4-5 ans qui joue au soccer, que tu trouves qu'il a quand même un talent, ben, on va des fois aller faire miroiter, puis pas avec un esprit négatif, mais miroiter aux parents, écoutez, votre enfant, il a quand même un potentiel, peut-être qu'on pourrait aller le pousser un petit peu plus loin, puis en faire un petit peu plus. Puis comme parents, ben, on est toujours un petit peu flatté quand même, hein, que notre enfant a été dépisté comme ayant peut-être un potentiel extraordinaire par rapport à d'autres. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup l'effet des sœurs Williams puis de Tiger Woods, avec toutes les photos qui ont été diffusées d'eux très jeunes puis qui sont devenus élites. Donc, ces gens-là, c'est décrit quand même l'effet Tiger Woods, que ça a quand même beaucoup influencé la société dans cette pensée-là, de commencer très, très jeune, puis avec des histoires des gens qui venaient des milieux défavorisés puis qui ont été sortis de l'ombre grâce au sport. Il faut quand même se rappeler que les parents sont quand même le facteur numéro 1 dans l'initiation d'un sport. Un enfant de 5-6 ans ne va pas par lui-même dans son salon décider de j'aime la gymnastique, je veux faire de la gymnastique ou je veux faire du patin artistique. Souvent, c'est le parent qui a eu des désirs différents, soit lui qui n'a pas été capable d'atteindre le niveau qu'il voulait ou a toujours rêvé de faire du patin, de la gymnastique au niveau, qui va initier son enfant à un sport X. C'est devenu maintenant aussi une grosse business parce qu'on a dit, il y en a combien aux États-Unis? Tu en as 60 millions. Fait que tout le monde veut un petit morceau de la tarte. Puis ceux ici qui ont des enfants, vous savez comment des fois on est vulnérable, puis on ferait tout pour nos enfants, puis on donnerait tout pour nos enfants, même si on n'a pas toujours nécessairement les sous. Donc les gens vont inscrire des enfants qui sont encore quasiment aux couches dans des ligues de soccer, puis ils vont commencer à jouer au soccer, des choses qui n'existaient pas quand nous on était plus jeunes.
Et il y a beaucoup, c'est vraiment une business qui s'est développée autour de ça. Donc, le marketing, comment donner un edge, excusez-moi, à votre l'anglicisme, donc à votre enfant pour qu'il soit meilleur que les autres. Des camps l'été qui promettent de faire une pratique intensive d'un tel ou tel sport, puis d'amener votre enfant à un autre niveau. Aux États-Unis, donc comme on a dit, une business, mais il y a une réalité qui est un peu différente qu'il n'y a pas au Canada. C'est bien évidemment le prix des universités, des collèges là-bas, et les gens qui ne peuvent pas toujours se permettre ça. Donc, le sport et les bourses et scholarships qu'on appelle deviennent une porte d'entrée à quelque chose qui aurait été impossible avant. Et qu'est-ce qui arrive avec ces scholarships-là? C'est qu'on voit, puis c'est quelque chose qu'ils tentent de freiner, mais que de plus en plus de headhunters, de recruteurs viennent recruter les jeunes au middle school qui correspond à peu près 6e secondaire 1. Fait que c'est sûr que quand les universités viennent regarder des jeunes de 5e, 6e année jouer à un sport, bien c'est sûr que si toi, tu as commencé en 5e année à jouer au soccer, bien c'est sûr que ce n'est pas toi qui vas être recruté. Donc, encore là, pression sur les parents, pression sur les enfants aussi qui entendent, qui voient ce discours-là. Puis on parlera un petit peu là, des effets psychologiques, justement, de signer très, très tôt avec une université. Donc, encore là, beaucoup de pression. Évidemment, les parents aussi, là, on peut plus parler de hockey au Québec. Hein, tout le monde miroite son enfant s'il a le moins de talent au hockey. Bien évidemment, la Ligue nationale, les revenus potentiels que ça pourrait générer, c'est encore mieux que de gagner à la loterie. Donc, on a dit hein, pourquoi on a envie de la spécialisation précoce, mais est-ce qu'il y a un avantage vraiment de se spécialiser tôt? Donc, on sait que de se spécialiser, c'est quelque chose qui est quand même nécessaire. Il n'y a personne qui arrive aux Jeux olympiques puis qui s'est entraîné 2-3 heures par semaine pendant 2-3 ans. Ça, c'est correct. Mais la spécialisation précoce, en fait, c'est vraiment le fait de faire un seul sport à l'exclusion des autres, comme vous vous rappelez, puis de commencer très tôt. Fait que le fait de commencer tôt, est-ce que ça change quelque chose? On va dire, ben, à 20-25 ans, je vais me ramasser aux Olympiques. En fait, il n'y a aucune étude qui démontre qu'il y a un effet, que c'est quelque chose de bénéfique. Comme on a dit, on a les sœurs Williams, on a Tiger Woods, puis c'est ces exemples-là qui restent dans le collectif. Mais on va en parler un petit peu plus tard, puis détailler un petit peu plus ces études-là. La grande majorité des joueurs de la Ligue nationale, tout ça, il y en a peut-être quelques-uns qui ont commencé à 4-5 ans puis qui ont joué au hockey toute leur vie, mais il y en a plusieurs qui ont fait beaucoup de sports, qui ont été élites dans plusieurs sports avant d'être professionnels dans le sport actuel. D'où ça vient aussi, c'est qu'Erickson qui avait développé une théorie qui s'applique effectivement aux échecs et à la musique du 10 000 heures, 10 ans pour atteindre le niveau élite. Donc, ça avait été prouvé aux échecs. Dans quelques études aussi en musique, que ce soit piano, violon, que si on n'avait pas ce nombre d'années ou d'heures-là d'entraînement, eh bien, on ne pouvait pas atteindre le niveau élite. On restait toujours un petit peu récréatif. C'était des études, évidemment, là, rétrospectives, puis qui étaient avec des très, très petits nombres. Mais il y a eu une dérive un petit peu de cette pensée-là vers le sport sans que ce soit jamais vraiment validé. En fait, est-ce que la spécialisation précoce, donc on a dit, bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Probablement que ça ne fonctionne pas vraiment, mais bon, est-ce qu'on pourrait juste rester comme ça? Ou est-ce que, dans le fond, ça peut tout de même être dangereux de faire ça malgré tout? En fait, la réponse est probablement que oui. Hein? Quand on est très tôt à faire toujours le même geste technique, si on passe, disons, au baseball, donc c'est toujours le même geste technique qui est répété jour après jour, mois après mois, année après année, sur des articulations en croissance. Puis comme vous savez sûrement, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont de particulier au niveau osseux, au niveau de leur anatomie? Ils ont des plaques de croissance. Fait que ces plaques de croissance-là, elles ne sont pas faites pour être soumises à un stress répété. On ne donne pas de période de récupération. Fait qu'est-ce qui arrive? C'est des fractures de stress. Donc, un peu comme le Little League Elbow, le Little League Shoulder, le Gymnast Wrist, qui sont peut-être des pathologies que vous avez entendu parler. C'est des pathologies qui sont apparues maintenant, qui n'existaient pas il y a 30-40 ans parce qu'il n'y avait pas ce niveau d'entraînement-là aussi jeune. Donc, des études dans la littérature. À la fin de la présentation, il y a vraiment les références toutes détaillées. Chez des jeunes lanceurs de baseball qui étaient plus à risque de chirurgie d'épaule et du coude s'ils s'entraînaient plus de 8 mois par année.
ou des lanceurs qui avaient des douleurs régulières au coude ou de la fatigue. Donc, je fais juste une petite parenthèse sur un petit peu qu'est-ce que c'est que l'entraînement intensif chez les enfants. En fait, à partir de l'adolescence, on considère que 15 heures et plus, bon, c'est un entraînement intensif avec les conséquences de fractures de stress, de burn-out psychologique que vous connaissez. Chez les enfants, en fait, le nombre d'heures d'entraînement qui est égal ou plus à l'âge, c'est considéré comme un entraînement intensif. Fait qu'un enfant de 8 ans qui fait 8 heures de gymnastique pour prendre des sports de développement précoce, ben c'est un entraînement intensif. C'est pas dire qu'il ne faut pas faire ça, que c'est le mal, que ça n'a pas d'allure, mais c'est d'être conscient et de conscientiser les parents puis les familles de c'est pas banal ce que votre enfant fait, puis il faut qu'il y ait un suivi puis un encadrement. Donc, les autres risques de la surspécialisation précoce, bon, mais évidemment, c'est la compétition. Le niveau de compétition est élevé. Hein. On ne fait pas 8-10 heures de gymnastique pour juste rester dans le petit club local. Bien, il y a des compétitions qui vont venir avec ça et une pression qu'un enfant de 8 ans n'est pas nécessairement capable de subir ou d'endurer versus un jeune de 15 ou 16 ans. On sait aussi que c'est lors des compétitions que, selon les études, il y a plus de blessures. Oui, les blessures de surutilisation, ça va avoir lieu lors des entraînements, mais les blessures aiguës, c'est vraiment plus lors des compétitions, surtout lors des tournois, puis proportionnel au nombre d'heures aussi de compétition. Le burn-out psychologique, donc ça, c'est quelque chose dont il faut absolument parler parce qu'encore là, un enfant de 8, 10, 12 ans n'est pas nécessairement assez mature pour comprendre puis endurer la pression qui va être engendrée par une pratique intense. Tout ça est géré par des adultes dans un monde d'adultes avec une pensée adulte. Ces enfants-là sont très tôt aussi isolés de leur père. Hein, quand tu dois partir toujours plus tôt de l'école, avoir un accommodement avec ton école, tu ne peux pas participer aux activités parce que toi, il faut que tu partes un petit peu plus tôt. Tous les soirs, tu dois rentrer plus tard. Tu ne vas souvent pas pouvoir participer aux anniversaires, aux trucs de fin de semaine, les activités, les sorties parce que, il faut que j'aille m'entraîner. C'est quelque chose que quand on est au secondaire, cégep, université, c'est pas pareil. C'est une passion, tout ça, on aime ça. Au primaire, on aime ça, mais il y a plein de choses. On veut plaire à nos parents, on veut plaire à la famille, on veut plaire à l'entraîneur qui nous dit qu'on est bon. Fait que ça isole beaucoup les jeunes. Les enfants, ce qu'ils ont le plus besoin d'aimer quand ils font un sport jeune, c'est d'avoir une motivation intrinsèque, donc d'aimer l'activité qu'ils font, d'être capable de rire, de s'amuser. Ils ne voient pas nécessairement un petit peu plus loin là, les gains, les médailles, des choses comme ça. Par contre, ils font miroiter, puis les parents, ils sentent la pression, donc ben, éventuellement, ben, si tu es bon, justement, tu vas peut-être être recruté par telle université, avoir telle bourse. Donc, on les fait vivre très jeunes, une pression qui est plutôt adulte. Ils ont aussi une sensation, ben, c'est un petit peu ce que je disais, là, de stress, une sensation qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur notre vie. Hein. C'est toujours les adultes qui sont en train de nous gérer, nous dire, bon, il faut que tu ailles à telle activité. En fin de semaine, on ne pourra pas aller au chalet, on ne pourra pas aller à tel endroit parce que tu es dans une structure très, très sérieuse, un peu plus comme un adolescent ou un adulte. Évidemment, les risques d'abus, on en a parlé beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Aux États-Unis, avec Gymnastics USA, ça a été vraiment un scandale énorme qui a éclaté là-bas. Ils viennent d'ailleurs de sortir en 2018 le Safe Sports Act pour vraiment beaucoup plus protéger les enfants, encadrer les enfants. La règle de 2, donc toujours 2 adultes qui doivent être avec l'enfant qui s'entraîne, donc jamais être seul. Et l'importance de dénoncer tout comportement qui semble pathologique. Donc, on verra les effets de cette loi-là. Donc, abus physiques, abus sexuels, abus psychologiques aussi. Hein. Des fois, c'est des choses un peu plus subtiles. Donc, dans les comportements, ce qu'on se fait dire par l'entraîneur. Puis, évidemment, une espèce de surdépendance qui va se développer quand on est jeune. Les enfants sont vulnérables, vont toujours être, dans tout leur temps libre, être toujours avec l'entraîneur, l'équipe, tout ça. Donc, des fois, difficulté à se détacher quand on arrive au secondaire, puis on n'a peut-être plus nécessairement envie de faire ce sport-là.
encore là, les risques d'abus, il y a de plus en plus de ligues, des traveling leagues très jeunes, justement, dans les sports comme la gymnastique, le plongeon à développement plus précoce que les enfants dès 7-8 ans. 7-8 ans, c'est jeune. Pensez-y si vous en avez des enfants autour de vous dans ces âges-là, ou vos enfants, 7-8 ans, c'est deuxième année. Fait que, vous les laissez partir en autobus avec des coachs puis des ados qui les gèrent. Fait que, on n'a pas toujours les capacités ou on connaît un petit peu moins nos limites à cet âge-là. Et en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la recette du succès, elle ne serait pas un petit peu ailleurs? Puis, c'est un petit peu ça que c'est important, je pense, comme donc, professionnel de la santé, de l'activité physique, puis aussi comme société qu'il faut un petit peu voir puis publiciser. Ce qui est recommandé vraiment plus maintenant, mais qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Ce qui est important dans les premières années de vie, en fait, au primaire, c'est la diversification. Hein? C'est le sport sampling, c'est de toucher à plein d'affaires. Ce que vous faisiez peut-être, moi je suis un petit peu plus vieille, mais je ne sais pas vous êtes exactement de quelle génération, mais je vois des gens en plus de mon âge dans la salle. Spontanément, qu'est-ce qu'on faisait dans les années 70, les années 80? Bien, on faisait ça, on touchait à plein de sports, on faisait plein d'affaires, on jouait, on courait, on lançait le ballon, on faisait de la corde à danser. Maintenant, et puis il y avait quelques personnes qui faisaient du sport structuré, mais là, je vous parle du primaire, c'était pas mal du jeu libre, puis des petits cours à droite, à gauche. Donc maintenant, les enfants pour ceux qui ont des enfants, vous le savez probablement, sont tous inscrits dans des cours très structurés la fin de semaine, plusieurs cours. Puis c'est vraiment il y a une grosse pression sociale, puis familiale, puis de société de faire ça. Puis moi, je vois régulièrement des jeunes qui sont super bons en gymnastique, mais ils ne savent pas faire de vélo. Puis ils ont 10 ans, puis ils ne savent pas faire de vélo, mais c'est pas grave, personne ne s'inquiète de ça. Ou ils ont de la difficulté de lancer un ballon. C'est pas très grave parce que c'est en fait des cours d'éducation physique, c'est pas si important quand tu es dans sport-études parce que là, tu es dans ton sport. Fait que souvent, ils vont demander des fois même une exemption parce qu'ils ont des douleurs au genou, mais ils ont une compétition importante. Fait qu'ils vont mettre beaucoup, beaucoup dans leur sport, puis un peu mettre de côté donc les cours d'éducation physique, qui pourtant, vous le savez encore plus que moi, qui prônent le physical literacy, hein, de développer un petit peu toutes nos compétences. Puis on sait que ces compétences-là, on ne les développe pas au primaire. Bien, si tu n'as jamais lancé un ballon de ta vie, c'est sûr que tu commences à 15 ans, 20 ans, lancer un ballon, ça va être un petit peu difficile. Hein? Donc, c'est ça, la diversification suivie d'une spécialisation. Donc, vraiment de réserver la spécialisation plus tard. On parlera encore là, de bémol, mais vraiment plus au niveau du secondaire, quand on a touché à tout, on a fait plein d'affaires, on a acquis toutes nos bases. Puis là, rendu au secondaire, bon, ben là, c'est vrai que c'est vraiment tel sport que j'ai plus envie de me concentrer. Puis à ce moment-là, on y va. Donc, ça, c'est plus garant d'un plaisir à court terme, d'une bonne santé sportive, puis aussi de continuer à faire du sport à moyen et à long terme à l'âge adulte. À ce moment-là aussi, rendu au secondaire, bien, les plaques de croissance sont fermées, le corps physiologiquement est plus capable de prendre un stress et moins de blessures. Donc, il y a plusieurs études, j'en ai mis quelques-unes, surtout les plus récentes. Donc, la première de Swindle en 2019, c'est 3 en 3 athlètes du NCAA, le National College Athletic Association, qui est une énorme association américaine que vous connaissez. Leur budget, c'est des milliards, oui, c'est ça, des milliards, avec une moyenne d'âge dans ces études-là de 19 ans. Puis 95 des athlètes, puis là, c'est vraiment l'élite, ça c'est comme pré-professionnel, 95 de ces athlètes-là avaient fait un autre sport organisé avant. 45 presque la moitié, multiple sports, hein, jusqu'à 16 ans quand même, qui est énorme. Puis il y en avait juste 17 qui s'étaient spécialisés avant l'âge de 12 ans. Fait 80 de ces athlètes-là, qui sont reconnus comme quand même la crème de la crème au niveau des États-Unis, bien, ils n'étaient pas en train de faire le sport qu'ils font là quand ils étaient au primaire. Une autre étude sur le talent identification, puis le développement un petit peu des programmes, donc sur un entraînement des Olympiens, donc presque plus de 2000 Olympiens. L'âge moyen d'initiation à leur sport, fait que pas de participation, d'initiation, qui commençait, c'était 11 ans. Fait encore là, on est loin de « je fais mon sport à 4-5 ans ». Okay? Ensuite, une autre étude, il y en a beaucoup, beaucoup. Ça, c'était celle qui était où il y avait le plus de participants, donc plus de 1500 Olympiens allemands. Donc, la grande majorité avait fait 2 sports de haut niveau avant
de rentrer dans le sport auquel ils étaient illustrés aux Olympiques, puis ça avait eu un volume d'entraînement élevé au moins dans un autre sport. Donc ça, ça a été publié un peu par l'équipe de Côté en 2009. Je m'excuse, c'est juste en anglais. Je trouvais que c'est juste un bon résumé de ce que l'activité physique puis le développement devrait être, puis ce qu'on devrait recommander, prôner. Donc, en gros, les premières étapes, c'est vraiment de mettre l'emphase sur la diversification, le sport sampling, donc l'échantillonnage de plusieurs sports. Beaucoup d'accent aussi sur le free play, donc le jeu libre. Tu sais, c'est correct de jouer de façon récréative, de s'amuser au parc, de jouer au hockey au parc, de jouer au baseball au parc, qu'il n'y ait pas toujours un adulte qui vous dise quoi faire. C'est ça, c'est super important aussi pour les enfants dans leur développement puis l'autonomie. Maintenant, les enfants ne savent plus comment s'organiser tout seuls. Ils ont toujours besoin d'un adulte dans une structure qui leur dit quoi faire. Fait que ça, comme spécialiste de la santé, spécialiste de l'activité physique, c'est important de leur dire puis d'encourager ça. Puis effectivement, c'est bon. Puis il ne faut pas minimiser ça puis mettre ça au second rang. Puis vraiment, vers l'âge vers 13 ans, fait à l'entrée au secondaire, de là, commencer à dire, est-ce que je veux me spécialiser ou non, je ne veux pas me spécialiser, je veux rester récréatif. Puis, vers la fin de l'adolescence, là, progresser avec une spécialisation encore plus avancée. Donc, l'idéal de se spécialiser, en fait, la plupart, c'est vers la fin de l'adolescence, vers 15-16 ans. Ça diminue les risques de blessures, améliore les chances de succès aussi à long terme. Puis, les habilités nécessaires sont acquises, que ce soit tant au niveau physique, moteur, mais aussi, n'oublions pas, au niveau social puis au niveau émotif. Ça, c'est un tableau aussi qui résume bien un peu l'âge selon lequel on devrait se spécialiser. Comme vous voyez, là, vers les sports de fond, fait que track, la course à pied, tout ce qui est athlétisme, tout ça, donc un petit peu plus tard. Évidemment, les sports, la gymnastique, le plongeon, le patin artistique, c'est des sports à développement précoce. On n'y échappera pas, fait qu'on ne peut pas commencer à se spécialiser à 12 ans en gymnastique, c'est trop tard. On reparlera un petit peu de ces situations-là. Est-ce que les pays, les associations se sont un petit peu mobilisés pour dire il faudrait faire quelque chose pour mieux encadrer ces pratiques-là? La réponse est oui. Donc, de plus en plus de ligues canadiennes, américaines essayent d'encadrer la pratique pour prévenir les blessures puis avoir un niveau de compétition approprié pour l'âge. Évidemment, ce n'est pas la police. Le niveau de recensement du nombre d'heures ou de lancer, tout ça, n'est pas toujours parfaite. On vise la bonne volonté des gens, mais ils ne sont pas toujours compliants. Donc, USA Baseball est là-dedans, évidemment. Donc, chaque équipe doit comptabiliser le nombre de lancers, le type de balle. Bon, je vous épargne les détails. Mais le problème, c'est qu'il y a des enfants qui participent lors d'une même saison ont plusieurs équipes. Donc, est-ce qu'il y a une addition? Est-ce que tout ça est mis ensemble? Souvent, la réponse est non. Tennis Canada puis Tennis USA aussi ont mis sur place donc des balises pour avoir un certain nombre d'heures de compétition puis d'âge auquel les enfants peuvent commencer à compétitionner. Puis il y a de plus en plus de programmes d'entraînement pour la prévention des blessures qui sont mis sur place. Donc là, je vous ai parlé un peu de comment c'était l'idéal, c'était de ne pas se spécialiser, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, parfois, il y a certains sports, on n'a juste pas le choix. Ou bien, il y a certaines familles que peu importe ce que vous allez leur dire, bien, eux, sont entêtés, ils veulent, puis ils croient que leur enfant, c'est le prochain Tiger Woods. Donc, il faut les accompagner quand même là-dedans, puis pas être rigide. Fait que la première chose, je pense, c'est d'être sensibilisé puis de savoir. L'autre chose, donc, c'est de surveiller quand même ces patients-là, puis de surveiller un petit peu c'est quoi les signes de surentraînement. Donc, les signes de surentraînement, des fois, ça va être un petit peu vague. Il n'y a pas de prise de sang ou de radiographie qu'on va se dire « Ah oui, non, surentraînement ». Fait que souvent, c'est un petit peu comme le burn-out, une constellation de symptômes, donc de fatigue, démotivation, diminution des performances,
des blessures à répétition, des infections à répétition, toujours, j'attrape le rhume, la gastro, j'ai une fracture, j'ai une commotion cérébrale. On dirait que tout s'acharne sur eux, justement, cette année-là. Puis avoir une augmentation de la fréquence cardiaque aussi au repos. Puis c'est important d'aller chercher ces éléments-là. Donc, pas juste chez le patient, ben, c'est sûr qu'à 10 ans, ils ne diront pas nécessairement grand-chose, mais de parler aux parents, puis de parler à l'entraîneur, parce que des fois, ces trois personnes-là vont avoir un son de cloche différent. Le burn-out sportif, donc souvent, ça va plus être un petit peu des manifestations psychologiques de pleurs, d'anxiété, l'enfant qui ne veut plus se rendre à ses entraînements alors qu'avant, il allait en courant. Les blessures de surutilisation, on en a parlé un petit peu plus tôt. Puis s'assurer de la diversité puis de la variabilité dans son sport. Hein. Fait que de s'assurer que cet enfant-là fait autre chose que juste sa gymnastique, qu'il y a des périodes de récupération aussi qui sont appropriées, qui est capable de prendre du temps pour aller en vacances l'été. Si jamais il y a quelque chose, une activité la fin de semaine, ben, qui est capable de décrocher. Puis s'il y a quelque chose avec la famille, ben, c'est pas toujours la gymnastique ou le sport. Je vais arrêter de parler de gymnastique parce qu'on va penser que j'en ai contre eux. Puis d'avoir des périodes de récupération et de repos adéquates. Fait qu'il y a des recommandations de l'Association américaine de pédiatrie pour les enfants qui ont un entraînement intensif. Normalement, on recommande d'avoir 3 mois d'arrêt du sport, de congé pendant l'année. C'est pas dire que pendant 3 mois, pendant l'année, on reste assis sur son sofa. On peut être super actif, faire plein d'affaires, mais si notre sport, disons, c'est le soccer pour changer, bien, pendant 3 mois, pendant l'année, bien, on ne devrait pas faire de soccer. Ça n'a pas besoin d'être 3 mois consécutifs, mais on devrait faire autre chose. Puis pendant la semaine, d'avoir 1 ou 2 journées de repos. Encore là, c'est pas nécessairement de rester dans la maison et de ne pas sortir, mais on ne devrait pas être en train de pratiquer notre sport 7 jours par semaine. Donc ça aide à garder une santé mentale adéquate, puis aussi un repos physique pour le corps pour récupérer. Puis d'avoir un équilibre, donc famille, école, amis, on en a parlé un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on devrait tous recommander pour prévenir un peu les risques associés à la spécialisation? Bien, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de mettre de l'emphase, puis de recommander, puis de ne pas minimiser les bénéfices du deliberate play qu'on appelle en anglais, le jeu libre, comme le patin, le vélo, c'est des excellents sports, les sports de lancer. Encore là, faire du sport en famille, c'est bon comme nous, comme adultes, mais c'est bon aussi pour les enfants, à long terme aussi, qui voient qu'on est quand même capable de s'amuser en dehors de la compétition. Puis encourager les enfants à participer à essayer une variété de sports, donc vous comme parents, tantes, oncles, cousins, peu importe qui vous êtes par rapport aux enfants, donc de les faire sortir de la zone de confort ou de vous, votre zone de confort. Je vois des petites filles qui font du judo puis qui aiment ça, fait que de valoriser aussi des sports qui sont traditionnellement des fois un petit peu plus masculins. On voit beaucoup que le soccer est devenu très, très populaire chez les jeunes filles, fait que c'est très important. Puis de les encourager à développer des habiletés variées, donc ce qu'ils appellent aux États-Unis les fundamentals, puis les ABCs, donc l'agilité, la balance, puis la coordination, donc importance aussi, ça passe beaucoup à travers les professeurs aussi d'éducation physique à l'école primaire, puis de laisser aux enfants découvrir un sport qu'ils aiment, puis c'est son talent aussi. Donc ça, c'est un bon petit résumé que l'association, l'Académie américaine de pédiatrie avait développé en 2016. Pour ceux qui s'intéressent, c'est vraiment le côté pédiatrique. L'Association américaine de pédiatrie, c'est vraiment la sommité de tout ce qui est pédiatrie en santé aux États-Unis. Puis il y a un gros conseil, une grosse équipe, puis il y a beaucoup de documentation là-dessus. Donc, ça met dans le premier carré vert en haut, donc les bénéfices du sport chez les enfants, de se rappeler, donc des capacités de leader, de s'amuser, d'estime de soi, parce que l'on pense que c'est négatif, mais non, il y a plein de super bonnes affaires dans le sport, l'esprit d'équipe, de développer des habiletés physiques, puis la socialisation. Puis il y a des statistiques qui sont très, quand même parlantes, puis à se rappeler, des fois de rappeler aux parents, de se rappeler à nous. Donc, il y a quand même 70% des enfants qui arrêtent le sport organisé rendu à l'adolescence. Fait que ça, c'est un problème. On est comme dans deux extrêmes. On les fait spécialiser tôt,
Puis ils en font beaucoup, beaucoup. Puis on voit qu'il y en a quand même 70% qui arrêtent rendus au secondaire. Fait que ça, c'est triste. Il y en a 3 à 11% des enfants du secondaire qui vont compétitionner rendus à l'université. Fait que c'est pas non plus un pourcentage énorme, mais quand même. Seulement 1% vont avoir des bourses rendues à l'université. Fait que des fois, on peut rappeler ça aux parents qui veulent que leur enfant de 5-6 ans se spécialise. Et les probabilités de devenir professionnel, bon, ben, vous vous en doutez, hein, c'est 0,03 à 0,5%. Fait qu'on peut remettre des fois les choses en ordre quand les parents ont des aspirations hors de proportion. Je continue ici avec ça. Puis dans le bas, c'est un petit peu des choses que je vous ai dit, là, donc de se rappeler que le focus primaire dans le sport, c'est de s'amuser, de développer des habiletés à long terme, puis une pratique sportive à long terme aussi, puis d'essayer plusieurs sports. Le Comité international olympique a développé aussi des recommandations vraiment pour les enfants et la pratique intensive qui rejoignent un peu celles dont je viens de vous parler de l'Association américaine de pédiatrie, mais j'ai rajouté ici les choses qui venaient un peu compléter. Donc, de mettre de l'emphase un peu sur une définition plus large du succès sportif. Donc, c'est pas nécessairement j'ai été le premier, j'ai gagné une médaille, mais si tu t'es dépassé, tu as été capable de faire quelque chose que tu pensais que tu n'étais pas capable de faire l'année d'avant, bien justement, ça, c'est un succès. Chaque athlète est différent puis est en constante évolution. Ce n'est pas parce que tu adorais la gymnastique à 8-10 ans, peut-être que rendu à 13-14 ans, bien, ça ne t'intéresse plus puis tu as envie de faire autre chose. Puis ça, c'est correct. Puis il faut laisser aux jeunes la place, de s'exprimer. Des fois, c'est plus les parents que c'est difficile de recadrer. Puis des fois, le jeune appelle à l'aide. Puis c'est ça, d'encourager, donc, comme on disait, là, la variation dans plusieurs sports, le jeu libre, puis de ne pas laisser les athlètes participer quand ils sont blessés ou avec un membre qui est douloureux, ni s'entraîner. Donc, en conclusion, la spécialisation précoce semble être un facteur de risque indépendant de blessures, de surutilisation et de burn-out. La spécialisation comme telle, elle est nécessaire pour atteindre un haut niveau dans n'importe quel sport, mais elle devrait être réservée vraiment plus au secondaire chez les adolescents. Donc, chez les enfants au primaire, c'est vraiment de se concentrer sur une diversification puis un échantillonnage de plusieurs sports, puis d'améliorer la communication, l'éducation entre les parents, les entraîneurs et les enfants pour justement limiter un petit peu les risques associés à la surspécialisation précoce. Donc, merci. Vous avez toutes les références, les principales références que j'ai utilisées. Ou des commentaires, ça va me faire plaisir. Moi, j'en ai. Je sais que vous m'entendez difficilement peut-être, là, mais j'ai pas le choix de les poser dans le micro. Fait que je vais essayer de faire ça fort. Puis je vais avoir des questions ici. Fait que je vais d'abord poser une question, le temps de prendre toute la question en note aussi. Il y avait beaucoup d'informations, notamment sur où se positionner un petit peu là, sur spécialisation. Je comprends que c'est effectivement pas nécessairement ce vers quoi on veut aller. Dans les sports de développement plus précoces, comment on se positionne? Puis c'est quoi le rôle du professionnel en activité physique, que ce soit un prof d'éducation physique à la santé ou même un kinésiologue? C'est comment, ce serait quoi l'argument, massu, je dirais, à utiliser? Je ne sais pas s'il y en a, mais... Je pense qu'il n'y en a pas. Il faut être réaliste aussi quand même. Là, tu peux pas, je reviens sur la gymnastique, tu peux pas commencer à dire, ben écoute, attends d'avoir 12-13 ans, là, puis à ce moment-là, non, ça ne fonctionnera pas. Puis c'est sûr que si on fait ça, le parent ou l'enfant ne vous prendra pas au sérieux, il va dire, ben il ne comprend pas, puis il ne reviendra plus vous voir.
Fait qu'encore, comme je disais, je pense que ces gens-là, les conscientiser, parce que des fois, vous seriez surpris, vous en parlez aux parents, vous dites, oui, il y a des risques de blessures, ça peut être dangereux. Ah, ben là, je ne veux pas qu'ils fassent ça. Bon, ça, c'est la première chose, hein, c'est d'éduquer les gens, parce qu'encore là, à 8 ans, ben, c'est le parent qui décide, c'est pas l'enfant qui va en général. Des fois, il y en a qui sont vraiment passionnés puis qui ne voudront pas, mais souvent, ça va être quand même le parent qui va décider. Fait que c'est un petit peu de les éduquer puis de les encadrer. Puis c'est pas tout le monde qui est allé aux Olympiques en gymnastique qui ont eu des burn-out, qui ont eu des blessures, puis qui vont avoir de l'arthrose à 30 ans, puis ça n'a pas d'allure. Il y en a qui sont quand même capables, mais justement, s'il y a des blessures, ben faut les dépister précocement. S'ils ont des douleurs, il faut les arrêter, il faut les investiguer, il faut être sûr qu'ils ont un équilibre familial. Et puis, c'est ça. Je pense que pour ces sports-là, à développement précoce, faut être là, puis il ne faut pas leur dire non, 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 il ne faut pas faire ça, là, parce qu'ils ne vous écouteront pas, puis ils vont aller ailleurs. Oui, bonjour Jérôme Leriche. Je voulais savoir, vous avez parlé des plaques de croissance. Donc, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu avec votre expérience de pédiatre sur le développement de l'enfant par rapport au type de qualité, exemple les impacts, on parlait de la gymnastique, mais si on parle de l'athlétisme, de l'endurance, est-ce qu'il y a des éléments sur le développement physiologique et anatomique qui sont peut-être à prendre en considération par rapport au type de sport et d'activité, s'il vous plaît? Oui, c'est sûr. Donc, c'est sûr que les plaques de croissance, elles sont sollicitées de façon variée, mais c'est des pathologies comme les sports de lancer. Dans les années 80, 70, le monde jouait au baseball, mais les jeunes enfants jouaient au baseball de façon récréative au parc entre eux. Ils ne se rendaient pas à faire tellement de lancers qu'ils se faisaient une fracture de stress parce que le corps humain étant scalé, puis l'enfant étant scalé, ben, à un moment donné, il arrête parce qu'il est tanné, puis il n'a plus envie. Donc, ces blessures-là ont été créées par l'adulte qui dit, ben, lance 50 fois la balle, alors que l'enfant ne l'aurait pas fait spontanément. Puis la plaque de croissance, c'est vraiment le maillon faible chez l'enfant dans l'unité muscle, tendon, os. Les plaques de croissance vont apparaître en bas âge au primaire, puis habituellement vont se souder chez la fille dans l'année suivant les menstruations. L'apparition des menstruations, ça peut être très variable chez les jeunes filles. La norme, c'est entre 8 ans et 16 ans, fait un spectre immense. Chez les garçons, la fin de la puberté peut être vraiment tardive, ça peut être jusqu'à 20 ans. Okay? Fait qu'on peut avoir des fractures, puis là, je ne sais pas, je suis pas orthopédiste non plus, je ne sais pas par cœur à quel âge se ferment toutes les plaques de croissance, mais on peut avoir ce genre de blessure-là quand même assez tard selon le niveau pubertaire. Encore là, c'est pour ça qu'on recommande de varier les sports. Si tu dis, ben, je joue au baseball l'été, puis après ça, l'automne, je ne sais pas, c'est le basket, bon, ben, ton coude, il va avoir un petit repos à ce moment-là. Ton articulation, ta plaque de croissance, si elle était un petit peu surmenée, ben, elle va avoir le temps de se reposer. C'est un peu l'équivalent des fractures de stress chez les adultes. Quand on fait toujours quelque chose, puis beaucoup rapidement, ben, c'est là que ça arrive. Alors que si on varie notre entraînement ou on augmente progressivement, ben, le corps est capable de s'adapter. Peut-être une sous-question, c'est qu'on entend dans la croyance populaire beaucoup que certains sports amènent certains physiques, par exemple la gymnastique justement, ça amène. Est-ce qu'il y a des données empiriques qui viennent soutenir ça ou pas vraiment? Pas vraiment, hein, c'est-tu l'œuf ou la poule, là, je veux dire, c'est comme je dis toujours, on a le cercle du soleil, là, c'est beau, mais t'as beau t'étirer, c'est pas tout le monde qui peut aller au cercle du soleil. Fait qu'il y a une composante génétique. Est-ce que c'est parce que tu étais souple que tu as été plus orienté vers la gymnastique parce que tes parents eux-mêmes sont souples puis t'ont exposé plus à ce sport-là? Après, tu en vois des fois plusieurs qui réussissent bien dans un sport, là, au hockey ou en ski. On ne sait pas exactement. Pour la spécialisation précoce, dans le fond, les sports qui ont besoin d'être faits plus jeunes, est-ce que de mixer avec un autre sport complètement différent, en diminuant un petit peu les heures d'entraînement du sport plus à spécialisation peut être une bonne idée, puis de voir un petit peu c'est quoi les objectifs, parce que c'est pas tout le monde qui fait du sport, qui se spécialise qui veut nécessairement aller aux Olympiques. Il y a des enfants qui sont intenses, qui ont 6-7 ans, qui adorent un sport, qui veulent en faire, tout ça, mais de dire, regarde, pendant juste un petit peu
un petit peu moins. Puis effectivement, fais autre chose. Peut-être en faisant autre chose, bien, ça va garder ton équilibre. Tu vas avoir 2 gangs d'amis. Si à un moment donné, il y en a un que tu aimes, un sport que tu n'aimes plus, bien, c'est moins difficile psychologiquement. Si tu as un autre sport, tu n'as pas mis tous tes œufs dans le même panier. Comme je compare souvent, c'est comme si qu'en première année, tu es vraiment bon en mathématiques. Fait que là, le prof de mathématiques va voir tes parents et dit écoute, Lydia, elle est tellement bonne en mathématiques. Moi, j'avais pensé qu'on allait arrêter de faire toutes les autres matières à l'école. On va juste y faire des maths tout le temps. Elle va devenir mathématicienne. Il n'y a personne qui pense ça. Là. Puis si le prof de maths disait ça à tes parents, c'est bien bizarre. C'est un peu ça que les gens font maintenant, alors que ça n'a comme pas de sens. Tant mieux si c'est super bon au soccer à 6 ans. Je continue d'en faire. On va faire plein d'autres affaires. Puis on va voir qu'en au secondaire, ben, c'est toujours super bon. Ben, ça va continuer d'aller dans ce sens-là. Là. Je me demandais, par rapport aux sports-études, dans le fond, qui sont déjà populaires au secondaire, qu'est-ce que vous en pensez comme qui deviennent de plus en plus populaires au primaire aussi? Pas nécessairement dans des sports qui sont en spécialisation précoce. C'est sûr que ça les, encore là, ça les ostracise. Ils sont dans des classes différentes, dans des écoles différentes, ils sont sortis de l'école de quartier pour aller à une école plus loin. C'est sûr qu'au primaire, moi, je trouve que c'est difficile à dire, à encourager, encore là, surtout quand c'est pas des sports à développement précoce. Il y a des parents qui trouvent que ça facilite beaucoup leur vie, parce que quand tu es jeune, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est tes parents qui te gèrent, qui t'amènent à tes entraînements, qui vont te chercher. Les parents, ils ont peut-être 3, 4 enfants, fait qu'il y a toute une réalité qui est différente du secondaire, où tu vas prendre l'autobus, tu vas t'organiser, fait que tu es plus autonome. Donc, l'avantage du sport-études, souvent, c'est qu'ils vont finir plus tôt, puis ils vont être capables de se coucher à une heure raisonnable. Tu sais, se coucher à 9-10 heures quand tu as 7-8 ans, ça n'a comme pas de bon sens. Mais ceux qui s'entraînent beaucoup, tu sais, nage synchro, des trucs comme ça, bien souvent, ils vont finir l'école à 3h30, s'entraîner après, finir à 7h, arriver chez eux, souper, faire des devoirs à 9h du soir, à 8 ans, ça ne marche pas. Mais fait que c'est pour, fait qu'il y a, c'est un petit peu ce... Je ne sais pas exactement c'est quoi la bonne réponse, mais ceux qui veulent le faire vont le faire. L'avantage du sport études, le gros avantage, moi je trouve que c'est ça, c'est que ça leur permet d'avoir quand même un peu plus de temps libre, d'avoir souvent leur week-end plus libre, d'avoir un petit peu plus une vie normale. Mais il faut que l'enfant soit bon à l'école, parce que tu fais la moitié, tu fais ça juste le matin. Il faut qu'il soit très structuré, très mature, très organisé, très tôt. Beaucoup demandé, je trouve, au primaire. Merci beaucoup pour la présentation, premièrement. Moi, je suis professeure à la faculté d'éducation, mais je suis ici parce que je suis maman justement de 2 enfants précoces, dont un qui était sport-études gymnastique au primaire à partir de la 3e année. Moi, je dirais que mais pour lui, c'était génial. Puis il en aurait fait 7 jours semaine si je ne l'avais pas empêché de le faire 7 jours semaine. Et l'autre élément que je voulais apporter aussi pour ceux qui sont coachs, peut-être dans la salle, c'est que c'est quand même une business, hein? Tu sais, là, je veux dire, donc, il y a des coachs, moi, arrivé au mois de juin, moi, c'est l'été. On fait d'autres choses, on se promène, on voyage, on fait d'autres affaires, mais la pression de la part du coach de continuer, oui, c'est un peu mal puis là, vu après de pas ça, s'entraîner. puis aussi l'enfant, tu sais, c'est que s'il ne continue pas durant l'été, quand il va arriver au mois de septembre, les autres vont avoir continué, fait qu'ils ne seront plus rendus au même niveau, puis ainsi de suite. Fait que je veux juste faire le commentaire que, oui, les parents, tu sais, là, on fait nos choix de parents, mais en même temps, pour les enfants, eux autres aussi subissent d'autres, tu sais, là, toutes sortes de pressions de la part des amis aussi, puis de la part de toutes sortes de choses, fait que des autres personnes. Fait que, tu sais, là, j'en ai un en natation, lui, c'est pas vraiment un problème parce que l'intensité n'est pas la même. Mais gymnastique, là, 15 à 18 heures par semaine, là, c'est quand même... Mais je pense que c'est important comme parent, si vous voulez encourager que votre enfant continue, parce que ultimement, le parent, c'est lui qui décide quand l'enfant est jeune de dire, regarde, pendant 2 mois, tu n'en feras pas de gymnastique, puis c'est pas grave. Puis tu auras manqué peut-être un petit peu, parce que sinon, nous, comme parents, à ce moment-là, on rentre dans la game de l'entraîneur, puis si l'enfant, à un moment donné, je ne sais pas, il y a une fracture, il y a une appendicite, bien là, ça va être la fin du monde, parce qu'il va manquer 2 semaines. C'est de montrer que
c'est pas grave si tu n'en fais pas pendant un mois, puis ça garde, tu sais, un peu ce qu'on disait, un équilibre vie, famille, vacances, c'est important, on a besoin de ça. Tu sais, comme vous, au travail, les étudiants, on a besoin d'avoir nos 2 mois d'été, c'est pas parce que vous n'aimez pas votre bac, c'est parce qu'on a besoin de ça pour se ressourcer, puis c'est pas parce que l'activité physique, c'est bon dans la vie qu'il faut faire juste ça tout le temps. Je dis toujours, c'est comme un aliment, manger des fruits, des légumes. Ben oui, c'est bon, mais il faut avoir un équilibre dans tout. Il n'y a pas rien qui est parfait, qu'il faut juste faire ça tout le temps, tout le temps. Ouais, merci. Merci. Je vais y aller avec les quelques questions que j'ai grâce à la webdiffusion. En fait, juste préciser qu'on parlait de sport-études, puis là, il y a une personne qui travaille justement au ministère qui disait que les programmes sport-études au primaire ne sont pas, en fait, ils sont pas reconnus par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Ils pensent pas qu'au primaire, c'est un bon véhicule, là, le sport-études, là. Fait que je pense que c'est assez cohérent avec ce que vous, la réponse que vous présentiez. Il y avait une question, en fait, est-ce qu'il y a des stats qui sont connus pour l'abandon des sports en contexte de surspécialisation précoce? Des statistiques. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je ne savais pas si c'était vraiment Pas surspécialisation. par rapport nécessairement à la surspécialisation, mais tu sais, si on a dit qu'il y en a qui, je ne sais pas exactement les statistiques, non. OK. Puis, on parle des fois, on parle de certains sports, là, mais il y avait une question qui portait aussi sur l'entraînement musculaire, qui est parfois peut être considéré comme néfaste, notamment à cause de la croissance. Ouais. Est-ce que vous avez un avis, des choses que vous avez lues là-dessus? En fait, de plus en plus de spécialistes, j'ai assisté à un congrès américain, puis le strength training, c'est vraiment quelque chose que de plus en plus on expose les enfants. Puis oui, c'est quand même on est capable de renforcer un enfant, vous savez probablement plus que moi, mais il faut que ce soit fait de façon par un spécialiste encadré. Puis c'est important. Encore là, je reviens aux profs d'éducation physique. Il y en a plein des conférences, j'ai vu, les enfants ne sont plus capables de faire un push-up, ils ne sont pas capables de se lever. C'est rendu qu'ils leur font faire des push-ups sur le mur, ils ne sont plus capables de lever leur corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de free play. Tu sais, avant, on était petit, on jouait dans le cours, on faisait la brouette, mais ça, c'est comme faire la planche, hein, faire la brouette, on ne s'en rendait pas compte. Là, les enfants, ils ne font plus ça, ils sont sur l'iPhone, l'iPad, sont tout mous. Puis bon, ils font un cours structuré le samedi de natation, puis c'est à peu près ça qu'ils font. Fait que oui, c'est important de faire, mais il faut que ce soit fait dans des conditions structurées avec quelqu'un qui a des connaissances, pas par l'entraîneur au club de gym des parents qui n'a jamais vu un enfant de 10 ans prépubère, disons. OK. Puis je terminerai avec ça. Dans le fond, il y avait une suggestion. Est-ce que l'hôpital de Sainte-Justine, parce qu'il y a quand même une poignée d'athlètes au Québec qui sont très talentueux, très précoces. Et là, ben, on rentre un peu dans l'espèce de zone grise de qu'est-ce qu'on fait pour ces quelques athlètes très talentueux. Est-ce qu'on pourrait penser que des organismes comme l'hôpital Sainte-Justine pourraient être un véhicule favorisant un suivi et le développement? Tu sais, je ne sais pas s'il y a des choses qui existent et qui sont mises en place. En fait, c'est ça. Moi, je fais de la clinique de médecine sportive avec un collègue à Sainte-Justine. Il y a certains orthopédistes qui font de la médecine sportive aussi à Sainte-Justine. Puis là, on est en train de mettre sur pied, mais là, on a une nouvelle directrice générale depuis quelques mois, mais on est en train de mettre sur pied une clinique plus structurée de médecine sportive. Mais oui, on voit des enfants blessés. Ceux qui sont très haut niveau sont souvent suivis à l'INS, l'Institut national du sport à Montréal. Merci beaucoup. Merci de votre participation en grand nombre. C'est vraiment très, très apprécié. Fait que merci.